Bien, bienvenue à tout le monde pour cette séance conclusive de la trilogie des films de René Laloux. Alors, donc c'est un ciné-conte, séance animée par l'association de Les mots pour rêver. Donc on va, comme d'habitude, vous présenter le film. Bien entendu, ça marchait. Voilà. Donc ce film, il a une actualité puisqu'il vient de ressortir restauré en 4K par le Chat qui fume, et il ressort en salle. Donc ce que vous voyez, c'est un film dont les images ont été, on va dire, améliorées, hein, et on n'est plus sur du 35 mm, mais on est sur du numérique. Alors, c'est intéressant de parler de numérique, puisqu'en fait, le film qu'on va voir va nous parler de la question du rapport de l'homme à la machine. Et ça, le cinéma a été directement impacté par ça. Alors, se dire que le film que vous allez voir, c'est un film qui a une histoire très très longue. Il a eu un développement de 10 ans. Puisqu'en fait, René Laloux, c'est un monsieur qui fait des films, il est metteur en scène, animateur, et à chaque fois, les 3 films qu'il a fait, là c'est le 3e, il les fait parce qu'il rencontre l'univers graphique d'un dessinateur. Et là, c'est l'univers graphique de Philippe Cazat, que vous voyez là. Philippe Cazat qui dessine l'affiche de Gandhar, Les Années-Lumière. Voilà. Le sous-titre est important, hein, on essaie de se dire pourquoi ça s'appelle Les Années-Lumière après. Et effectivement, il y a eu un premier essai en 1977 où le film a été mal compris, parce que c'est un film compliqué, vous allez voir. Et à l'époque, 1977, c'est pas bien passé, les producteurs n'ont pas jugé que ça allait attirer les gens en salle. Et Laloux a tenu bon, et en 1987, on a un résultat que vous allez voir là, qui ressort effectivement en salle en ce moment. Donc c'est quand même très chouette de pouvoir revoir ce film dans de bonnes conditions, dans de belles conditions, qui sont les conditions de la salle de cinéma. Voilà, alors... pour vous dire qu'effectivement, Philippe Cazat, vous voyez, son œuvre ressort aussi aux Humanoïdes associés. Et là, vous avez la nouvelle, Gandhar, qui est de Jean-Pierre Andrevon. Jean-Pierre Andrevon, on en reparlera un petit peu après. Mais comme à toute séance, je vais proposer à Raphaël, le marcheur de plumes, de vous mettre dans l'ambiance littéraire de Jean-Pierre Andrevon en nous lisant la première journée de l'épopée des hommes-machines contre Gandhar. Myrne Ambisextra, souveraine du royaume de Gandhar, envoya chercher Sylvain Lanvert au milieu de l'après-midi. La journée était douce. À vrai dire, ni plus ni moins belle que les 743 autres journées qui partageaient l'année à Gandhar. Le royaume, ancré sur la face boréale de Trident, vaste planète à l'axe vertical et à la translation lente, ne connaissait pour toute saison que la tiédeur d'un éternel automne. Automne plus que printemps sans doute. Mais Gandhar était un vieux royaume où la vie semblait un peu endormie, l'activité réduite à son strict minimum. À côté des mondes scientifiques de Ponce et d'Arc-en-Ciel, où grondaient jours et nuits les machines d'acier, à côté de Stribul, univers guerrier, Gandhar aurait même pu paraître décadent. Mais qu'importait à ses habitants? Leur journée, sous le règne affable d'Ambisextra, semblait n'être qu'une seule fête champestre, jamais achevée, où les plaisirs du sport, du jeu, de la table et de l'amour emplissaient à ras-bord chaque minute, chaque seconde de la coupe de la vie. Tout simplement, à Gandhar, régnait le bonheur. Les autres planètes pouvaient bien rouler dans des cieux qui étaient devenus étrangement lointains. Les Gandhariens ne s'en souciaient guère. L'univers pour eux s'était réduit à leur royaume, déjà bien grand, dont ils occupaient surtout l'immense plaine de Val d'Herboise, quadrillée de champs, de forêts et de lacs. Seule éminence importante dans la plaine, le pic des Louanges abrité dans ses flancs boisés Jasper, capitale du royaume. Au sommet du pic, le palais d'Ambisextra dressait ses tourelles de granit rose et bleuté, et seul un examen attentif aurait pu déceler dans la pierre quelques fissures, quelques fêlures, qui étaient les signes tangibles du long passé historique de Gandhar, et aussi que les travaux matériels n'étaient pas la préoccupation essentielle des domestiques et des gardiens du palais. Vers l'ouest, la plaine de Val d'Herboise était mangée par le croissant turquoise de la néomère de transparence, elle-même retenue prisonnière vers le nord et le sud par 2 péninsules semblables que, de par leur aspect, on appelait familièrement les griffes de la Lucane. Au-delà, s'étendait la mer aimable, la mer lointaine, l'océan Trublion. Mais dans ces étendues, les fins voiliers de Gandhar ne s'aventuraient plus guère.
Le calme jamais troublé de la vaste crique suffisait aux ardeurs marines assoupies des sujets d'Ambisextra. Quant à ce que cachaient, vers le nord-est, les chaînes imbriquées des montagnes des Trois Lunes, quant à ce qu'il y avait au sud de la Val d'Herboise, une fois traversé le désert très brûlant, nul ne s'en inquiétait. Trident, lointain surgeon d'une planète mère oubliée depuis longtemps, avait vu fleurir plusieurs États, plusieurs civilisations. Des royaumes avaient certes croulé au fil des siècles, mais il eût été peu sage de croire que certains n'aient pas survécu. C'était pourtant là une curiosité que n'éprouvait pas le natif de Gandhar. Pour lui, le monde s'arrêtait sur les flots bleus de la néomère de transparence, devant les contreforts violets des montagnes des Trois Lunes, aux marches des vagues orangées du désert très brûlant, à la lisière de la forêt dense du Gondawara. Il ne faudrait cependant pas croire, devant cette désaffection au sujet des affaires planétaires, que Gandhar se complaisait dans un isolement dangereux. Ce que pense le peuple et ce que pensent les gouvernants n'est pas toujours étroitement lié. La reine Ambisextra avait des yeux éparpillés le long de ses imprécises frontières et des messagers fidèles parcouraient le pays afin de récolter à destination du pic des louanges les bonnes nouvelles et les mauvaises. Il y a à peu près, le roman est composé en 9 journées plus 2. Donc 9 c'est un cycle. Pourquoi il y a 2 journées supplémentaires? On en reparlera à la fin, puisque c'est une structure narrative assez particulière, ce film. Ça va vous amener dans un univers qui est assez étonnant. Juste pour nous dire, René Laloux, c'est le réalisateur, c'est quelqu'un qui est autodidacte, il a quitté l'école à 14 ans, il a fait de la sculpture sur bois, il a pris des cours de dessin, mais il a fait du théâtre aussi, il a travaillé sur les marionnettes et il est très cinéphile. Et il a travaillé à la clinique de Laborde aussi, dans l'antipsychiatrie. Et la démarche qu'il a, c'est pas la démarche de Walt Disney, c'est la démarche plutôt du cinéma expérimental. Et il a fini sa vie directeur du département de l'imagerie numérique à Angoulême, ce qui est quand même une belle chose. Mais toute sa vie, il a galéré pour faire des films d'animation. Voilà. Alors, pour lui, René Laloux, le vrai cinéma, c'est l'animation. Ce livre-là, vous voyez, je l'ai trouvé par hasard au bouquinerie, il n'est malheureusement pas réédité, c'est des dessins qui bougent. Et c'est vraiment, si vous voulez, parce que pour beaucoup de gens, l'animation, c'est Miyazaki et Disney. Et en fait, vous allez voir que les films d'animation, l'histoire de l'animation, c'est plein d'autres films qu'on a oubliés, parce qu'ils n'ont pas été restaurés, ils n'existent pas en DVD. Et dans ce bouquin, Laloux rendait hommage à toute cette série de gens qui ont fait de l'animation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lui, ce qu'il veut faire, et ce qu'il va faire à travers ces 3 grands films, c'est suggérer plutôt que montrer. Et le graphisme va primer sur le mouvement. Il était aussi peintre, et vous allez voir que la peinture de Laloux, comme le film qu'on va voir tout à l'heure, c'est un peu dans un univers un peu surréaliste. Voilà. Alors, il a commencé par des courts-métrages, dans une clinique psychiatrique, avec des gens atteints de maladie mentale, ça s'appelle Les Dents du Singe. La grande rencontre qu'il a lancée, c'est Roland Topor, un grand illustrateur, un peu dadaïste. Il fait vraiment les temps morts. Alors, les temps morts, c'est sur la bêtise volontaire et les désastres de la guerre. Vous allez voir que cette thématique de la guerre, elle est dans tous les films, plus ou moins. Les escargots, c'est sur la question des mutations génétiques, on va retrouver la thématique, et des OGM, on va dire, c'est ce qu'on appelle la bêtise involontaire des hommes, vous voyez, donc c'est l'idée de combattre et de dénoncer la bêtise. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est le premier et le dernier fin. Le conte qui a inspiré René Laloux, son conte de chevet, c'est comment Wang Fu fut sauvé, qui a été mis en mots par Marguerite Yourcenar, et qui sera le dernier film qu'il va faire, et qui est un court-métrage, et qu'il va faire aussi avec Philippe Cazat, à défaut de pouvoir faire d'autres films. Puisque la mauvaise nouvelle, c'est qu'après le film qu'on va voir ce soir, René Laloux ne pourra plus jamais trouver d'argent pour faire des films. Et ça dit quelque chose de l'état d'un certain cinéma. La seule chose qu'il pourra faire, c'est ce film-là, mais qui est une conclusion magnifique, et qui se trouve heureusement en bonus dans l'édition du Chat qui fume. Voilà. Est-ce que quelqu'un a vu comment Wang Fu fut sauvé dans la salle? Voilà. C'est super. Alors, bon, Laloux a eu un moment de gloire, c'est le seul dans sa vie, c'est 73, Cannes, le prix spécial du jury pour un film d'animation, ça ne s'est jamais reproduit depuis. La rencontre avec Moebius pour Le Maître du Temps, qu'on a passé le mois dernier, et l'ultime projet, Un monde tout neuf. Vous voyez l'idée et c'est marrant parce que le bouquin, il y a 9 chapitres, l'idée du renouveau, du cycle de 9, il n'a jamais réussi à le faire. C'est René Laloux, il est là sur la fin de sa vie.
Alors Andrevon, il est toujours parmi nous, Jean-Pierre Andrevon. Il est né en 1937. Alors lui, il voulait être metteur en scène, mais il n'a jamais réussi. Il a été enseignant, journaliste, peintre, compositeur. C'est un grand admirateur de Stéphane Vull, et les deux précédents films de Laloux sont inspirés de Stéphane Vull. Vous voyez comme quoi il y a une continuité thématique. Son premier roman, qui est adapté là, c'est finalement un projet de BD. Et Eric Losfeld va le refuser. Eric Losfeld, c'est lui qui a fait Barbarella. Et donc vous allez voir qu'à cette époque, c'est-à-dire dans les années 70, ce film, il y a un côté un peu babacou où on se promène en petite tenue, avec l'idée de la recherche d'un Éden perdu. Et bien après, Andrevon, il a essayé de dessiner, mais c'est pas ce qu'il a réussi de mieux. Par contre, il a réussi à faire de magnifiques ouvrages qui sont un peu réédités, mais pas toujours. Par exemple, là, Gandhar est mal réédité en ce moment. Il a fait 160 romans et essais. Voilà. Donc si vous voulez lire Andrevon, c'est cette magnifique anthologie des dystopies au vent des mers qui vient de sortir, c'est formidable. Et donc vous voyez, voilà, Jean-Pierre Andrevon, c'est très chouette, il faut vraiment redécouvrir cet auteur assez majeur de la science-fiction. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'après Jean-Pierre Andrevon, il y a eu des suites. Des suites, mais qu'on ne retrouve pas au cinéma. Et c'est Philippe Cazat qui a illustré. Alors Philippe Cazat, lui, il est né en 1941, il est toujours vivant, c'est un portraitiste qui adore faire des monstres. Il a un grand sens du paysage, il fait des ruines, des forêts, il fait de la BD adulte, il est vraiment le courant, il s'est inspiré beaucoup de Drouillet et de Moebius. Et dans ce cadre-là, eh bien effectivement, vous le retrouvez dans Pilote, vous le retrouvez aussi dans Métal Hurlant, et Métal Hurlant, c'est une revue qui reparaît en ce moment. Voilà. Et il a été affichiste pour Opta. Et vous avez sans doute chez vous, si vous aimez la science-fiction, vous avez certainement un roman de science-fiction qui a été illustré par Philippe Cazat. Ça, c'est un grand classique. Alors Philippe Cazat, voilà, pour vous donner un des exemples de livres illustrés par Cazat. Alors, dans le coffret du Chat du film, vous retrouvez un dessin. Vous voyez, donc c'est René Laloux qui est représenté là par Cazat. C'est assez marrant, le petit bonhomme. Et puis, donc, effectivement, il a parlé, il explique comment il a rencontré Laloux et comment il a travaillé avec lui sur ce film. Parce que c'est un travail, c'est une amitié. Il s'est énormément investi. Donc voilà, des exemples d'albums de Cazat. Alors Cazat, il peut faire aussi bien les scènes de la vie de banlieue, parce qu'il a vécu longtemps à Paris, après il est parti dans les Cévennes, donc il supportait plus la vie en milieu urbain, donc ça donne les scènes de la vie de banlieue dans la collection Pilote. Et après, ça va donner les habitants du crépuscule, l'âge d'ombre, avec cette idée qu'on rentre dans l'âge des ténèbres. Alors, le premier essai a lieu en 1977, ça s'appelle Les Hommes-Machines, c'est une production avec une musique de Brian Eno, il y a une musique un peu babacool. Alors, cette vision, ce premier pilote qui dure 10 minutes, il y a des problèmes de droit, le producteur il y a eu un conflit, on ne peut pas la voir, voilà, c'est dommage. Je vous montre quand même quelques dessins pour vous donner, voilà. Vous voyez, déjà, on est totalement dans les couleurs 77, le mouvement hippie, les babacools. C'est très beau, ça, c'est dans le petit livre qui est donné avec le Blu-ray qui est ressorti dernièrement. Voilà. Et donc, le travail, pour les gens qui ont envie de faire du dessin, le travail pour travailler sur un dessin animé, c'est un travail de storyboard, de découpage, scène par scène, de faire des petits dessins qui vont être ensuite développés. Et alors, on a une autre curiosité, c'est une adaptation de La Prisonnière de René Laloux, des Remparts de la Nuit, pour un magazine TV qui s'appelait De l'autre côté. Donc, c'est passé à la télévision. C'est pas vraiment une réussite, contrairement à ce que vous allez voir ce soir. Voilà. Alors, si on veut voir le storyboard, il existe. Il y a eu des expositions, une extrait d'une expo sur Philippe Cazat. Il y en aura une bientôt à Montpellier. Et donc, Cazat, il a fait quand même 1000 dessins pour faire ce film de 1h30. Voilà. Et donc, globalement, René Laloux, c'est le metteur en scène. Il va s'inspirer du livre d'Andrevon, des dessins de Cazat, mais il va apporter aussi sa touche. Alors, la touche de Laloux, c'est effectivement le monde de la BD adulte, Métal Hurlant, le monde de la science-fiction un peu mystique à la 2001. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'un mec comme Miyazaki, dans ses mangas, s'est énormément inspiré des films de René Laloux, ça on sait moins. Et puis ce monsieur Gonagai, parce là on parle d'homme-machine, vous savez que Gonagai, il a créé Goldorak. Et Goldorak doit beaucoup à René Laloux aussi, et ça on le sait moins. Voilà.
Alors, René Laloux, il n'a pas eu un studio qui a été périn comme les studios Disney. Il y a eu un épisode à Angers, un local, un opérateur, une caméra. Ils ont eu l'avance sur recette pour le pilote de 77, mais malheureusement, les maîtres du temps, les films précédents de Laloux, ils ont été faits. Alors le premier c'était en Tchécoslovaquie, c'est La planète sauvage. Le deuxième, les maîtres du temps, c'est en Hongrie. Donc en fait, parce que les producteurs n'avaient pas assez d'argent, donc ils ont délocalisé ça dans des pays qui étaient des pays communistes et souvent qui sont partis un petit peu en cacahuète. Il y a eu des combats. Alors c'est rigolo parce que Laloux va dénoncer les dictatures et va faire produire ses films. Celui-là, il va être produit en Corée. Donc le gros paradoxe de tout ça, c'est que c'est des films qui dénoncent la dictature qui sont faits dans des pays qui sont des dictatures. Vous voyez le paradoxe? Et ça, il ne l'a pas fait exprès. Voilà. Donc voilà, Corée, 2 ans de travail en Corée. Alors là, ça a été une grosse galère. Premier scénario, 74, 77, un essai, mais qui n'est pas concluant. Il y a déjà, effectivement, alors c'est la Mutuelle des travailleurs. Laloux était plutôt un anarchiste de gauche. Il était proche des idées un peu du front de gauche, mais bon. Effectivement, le producteur de la Mutuelle a des accointances avec un studio coréen. Alors, studio coréen, c'est 150 personnes qui ne parlent pas bien français. Dans les 150 personnes, il y a 50 animateurs. L'animateur, c'est celui qui va faire, à partir d'un dessin d'un personnage, l'animateur, il va dessiner le personnage qui lève le bras, qui lève plus haut. Vous voyez, donc c'est des intervallistes, en fait. Il y a des décorateurs aussi qui vont donner une ambiance. Il y en a 12. Et Casa, lui, il va se déplacer, il va les aider, parce qu'il faut garder la cohérence. C'est pas Casa qui fait tous les dessins. Et il y a Philippe Leclerc, qui va être assistant. Et Philippe Leclerc, il va aider Laloux, et il va faire les enfants de la pluie. Donc, on va dire que Philippe Leclerc est l'héritier de René Laloux. Et ça a quand même coûté 13 millions de francs. Astérix en a coûté 40. Les Astérix des studios Idéfix. Voilà. Donc c'est un film qui a... Voilà. Et à un moment donné, vous voyez, pour faire comprendre aux Coréens comment il fallait faire, ils ont fait une sculpture, parce que vous allez voir, il y a des personnages qui sont très particuliers sur le plan de formel dans ce film. Voilà. Donc on utilise aussi la 3D pour développer un peu, pour prendre conscience de... Voilà. Et donc c'était une grande aventure. Alors, si vous voulez, l'animation, ce que vous voyez en général, c'est du celluloïd. C'est des films de Disney. Laloux déteste le celluloïd et il a fait dans La planète sauvage, c'est peut-être son plus grand succès, du papier découpé en face qui est beaucoup plus réaliste. Parce qu'en fait, le celluloïd, c'est de la gouache, c'est plat. Et Laloux, il veut un modelage crayonné sur cellulose. En fait, il veut donner à l'image une certaine profondeur qu'on n'a pas dans l'image numérique et dans le celluloïd. Donc, qu'est-ce qui va se faire? Casa va simplifier ses dessins. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est par la suite Casa qui fait des choses très très complexes. Il va se dire qu'il a peut-être intérêt à simplifier son style graphique aussi. Et là, on est sur 24 animés par seconde. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que les plans sont assez lents. Il fait durer, contrairement aux films de Disney ou aux films qu'on voit souvent. Là, un plan va bien durer 6 secondes. Donc ça, c'est intéressant. C'est un film qui est limite contemplatif par moment. Et donc Philippe Gauclair va donner un coup de main sur l'aspect technologique, puisque Casa est plus à l'aise pour dessiner, on va dire, des hommes nature, et là il va y avoir des hommes machines. Donc là, il y a un assistant dessinateur au niveau du storyboard. La musique, elle est magnifique, elle est composée par Gabriel Yared. Gabriel Yared, il a fait la musique de L'Amant, des films de Jean-Jacques Hano. Donc c'est de la musique symphonique qui a été composée à partir des images. C'est les images qui vont donner l'idée. Et ensuite, on a ce qu'on appelle du sound design. Sound design, c'est une ambiance musicale qui est produite par Christian Zanesi, c'est de la musique concrète, notamment la marche des hommes métal que vous allez pouvoir écouter. Alors, ce film, quand il sort en 87, il a un succès mitigé. C'est pas fou. C'est-à-dire que c'est les artistes associés anonymes qui le distribuent et le responsable, il n'y croit pas. Harvey Weinstein va sortir le film aux États-Unis. Et il va marcher aux États-Unis. Sauf que Harvey Weinstein, c'est le producteur qui a eu quelques petits problèmes pour des galipettes avec des actrices. Il va malheureusement recouper le film, faire recomposer la musique. Donc le film qui a marché aux États-Unis, qui dénonce peut-être le fascisme ambiant général, et bien aux États-Unis, il va être totalement édulcoré et il va marcher bizarrement en France. Par contre, ce film, si vous voulez, devient un film culte. C'est-à-dire, par exemple, il y a une séance dans une MJC où il y a Jean-Pierre Andrevon qui vient présenter le film. Nous, on fait une soirée à Limoux, vous voyez. Donc, l'air de rien, ce film a toujours une vie. Donc, vous allez, après la projection, me dire un petit peu comment vous avez ressenti ce film, qu'est-ce que vous en avez pensé. On va revoir les parcours de vie des personnages et on va essayer de se poser la question,
en quoi Les Hommes-Machines contre Gandhar, ultime œuvre de René Laloux, a peut-être quelque chose à dire sur le monde actuel, et que ce film, vous ferez très attention, il y a une maxime poétique qui explique le sens du film. Et cette maxime est un paradoxe. Je vais vous demander, alors vous pourrez bien entendu gagner, je vous poserai 2-3 questions. Donc cette séance est en partenariat avec leur revue Papier Nickelé. Notamment, il y aura une question sur cette maxime prophétique voilà, si vous la retenez, et surtout m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'on touchera au sens du film, qui a un sens un peu hermétique, mais ça vaut le coup de se casser la tête. Je vous souhaite une bonne projection tout à l'heure.